Bonjour madame, bonjour monsieur. Je suis ravie de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire de l'UP, une conférence. Alors oui, une conférence pas en vrai, mais une conférence quand même, et nous pouvons ainsi nous approcher des conférenciers malgré ce confinement, deuxième confinement qui touche violemment l'université permanente. Donc absolument ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Bruno Doucet et Muriel Zac au sujet d'un livre. Ils vont nous parler de ce livre, qui est le dernier livre de Bruno Doucet et qui s'intitule Pablo Neruda, Non à l'humanité naufragée. C'est un thème très actuel puisque là encore, il s'agit de sauver des personnes qui quittent un pays pour un avenir qu'ils espèrent meilleur dans un autre pays. Je vous souhaite une excellente conférence et je vous dis à jeudi prochain pour une autre conférence. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce qui est ma première conférence du jeudi et non plus du mardi. Elle se fait, ma foi, de manière bien étrange puisque je suis devant mon écran d'ordinateur, que vous êtes devant le vôtre, nous sommes tous confinés, même si je suis à plus de 3000 km de Nantes, mais confiné moi aussi. Voilà, j'espère que vous traversez cette période difficile dans les meilleures conditions possibles et je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont rendu possible ces visioconférences. Je pense bien sûr à Gwenaëlle Ledrève, Simi Vermillon, Thibaut Grasset, Cécile Estrade, enfin toute l'équipe de l'université permanente. Et nous allons faire comme si nous étions les uns avec les autres pendant 1h30. Je tiens aussi à dédier cette conférence à un ami qui nous a quittés, Jean-René Catelinet. Voilà, c'était au mois d'août et mes pensées sont adressées à Brigitte et à ses amis. Cette première rencontre est consacrée à Pablo Neruda à l'occasion de la parution d'un petit livre que j'ai écrit pendant le premier confinement, Pablo Neruda, Non à l'humanité naufragée, aux éditions Actes Sud Junior. Vous voyez ce beau bleu qui rappelle celui de la porte qui est juste derrière nous, dans la collection Ceux qui ont dit non, que dirige Muriel Zac, ici présente. Alors, je vais lui donner la parole, mais quelques mots pour la présenter. Muriel, tu es éditrice et journaliste, romancière, autrice de feuilletons de la mythologie bien connus, comme le feuilleton d'Hermès, d'Ulysse, de Thésée, d'Artémis. Tu as publié une quinzaine d'ouvrages et puis tu diriges plusieurs collections, dont cette collection, Ceux qui ont dit non, qui a maintenant plus de 10 ans d'existence. Et je crois que ce livre et celui qui paraît, les deux livres qui viennent de paraître au mois d'octobre, ce sont les numéros 45 et 46 de ta collection. Absolument. Bonjour à tous. La collection Ceux qui ont dit non, je crois qu'il y a quelques années, sur ceux d'entre vous qui sont fidèles des conférences de Bruno, j'étais déjà venue vous en parler pour vous présenter l'avant-dernier roman que Bruno avait écrit dans cette collection consacrée à Matou Blounès, Non au fou de Dieu. Cette fois-ci, un petit mot quand même pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas cette collection. Donc, il y a effectivement 11 ans maintenant. Il s'agit tout simplement d'ouvrages qui mettent en valeur et racontent l'engagement, la vie, mais surtout l'engagement de grandes figures qui ont su dire non à des choses qui les révoltaient, qui révoltaient leur conscience, qui ont dit non quand d'autres disent oui ou se taisent, sur tout ce qui est la défense des valeurs et des droits de l'homme. Alors, vous avez, par exemple, je voudrais juste vous montrer quelques-unes des figures qui sont dans cette collection. Voilà. Donc, aussi bien Rosa Parks, non à la discrimination raciale. Vous avez Lucie Aubrac, évidemment, qui dit non au nazisme. Mais vous avez voilà, toute une série d'hommes et de femmes qui disent non à la torture, à la dictature, à la discrimination sous toutes ses formes. Ce sont des romans. Pourquoi des romans ?
Eh bien, simplement parce que c'est souvent plus facile et plus poignant et plus intéressant de raconter la vie de ces grandes figures en nous proposant de nous mettre à leur place ou bien d'être à côté d'eux dans une forme littéraire que chacun des écrivains à qui j'ai demandé de faire ces petits livres eh bien, se prête à sa manière. Alors, juste encore un mot pour vous dire que ces combats-là, ce ne sont pas n'importe lesquels. Vous allez l'entendre avec tout ce que Bruno va vous raconter dans un instant concernant ce nom à l'humanité naufragée, c'est-à-dire ce sont des combats qui sont encore d'actualité, ô combien, qui résonnent encore aujourd'hui, pour pouvoir montrer comment les combats d'hier résonnent aujourd'hui et comment on a encore raison de se battre pour défendre ces valeurs-là. À la fin de chacun des romans, il y a un petit dossier qui s'appelle Eux aussi, ils ont dit non, qui est écrit par le même écrivain, et pour raconter justement les héritiers de ce combat-là. Le livre de Bruno paraît juste en même temps que celui que je voudrais vous montrer à présent, le 45e ouvrage de la collection. C'est un Frida Kahlo, Non à la fatalité, écrit par Elsa Solal. Et puis, eh bien, voici maintenant la place à Pablo Neruda, Non à l'humanité naufragée. Très bien. Merci Muriel. Alors nous avons prévu de diviser cette conférence en deux temps. Je vais d'abord, pendant peut-être une petite demi-heure, vous parler de Pablo Neruda d'une façon générale. Puis nous avons prévu non pas une conférence sur le roman, mais une lecture partielle de ce roman, pensant que vous aviez besoin de fenêtres ouvertes sur le monde et que, quel que soit votre âge, eh bien, vous ne pouvez qu'apprécier un moment de, voilà, cette invitation au voyage par la lecture que nous vous proposons. À tout à l'heure. Alors, Pablo Neruda est absolument indissociable du pays dans lequel il est né, c'est-à-dire le Chili. Et je vais vous demander de faire un petit effort d'imagination, que vous soyez ou non allé dans ce pays. Vous allez imaginer un long cordon de sable, de roches, de feu, de glace, une très étroite bande de terre qui s'étire du tropique du Capricorne jusqu'à la zone polaire australe, un pays qui est tout en longueur, démesurément étendu du nord au sud, et un pays où tous les paysages, tous les climats, toutes les dispositions naturelles se succèdent, le chaud, le froid, le sec, l'humide, le désert, la forêt, des collines couvertes de vignes, et puis les plus hautes montagnes avec les Andes, des plages de sable fin, des falaises abruptes qui tombent sur l'océan, des glaciers, des volcans, des fjords. Imaginez maintenant ce pays enfermé entre deux barrières naturelles qui sont presque infranchissables l'une et l'autre, l'océan Pacifique d'un côté, la cordillère des Andes de l'autre, et vous allez avoir la vision d'un des pays les plus étonnants de la planète par sa géographie. Alors il faut y ajouter encore une autre dimension qui est très présente dans l'œuvre de Neruda, comme celle que je viens d'évoquer, eh bien c'est la dimension humaine, c'est-à-dire un pays où les sangs se sont mêlés pendant des siècles, les Indiens Mapuche ou Aymara, qui peuplent ce pays depuis la nuit des temps et que les conquistadors qui les ont envahis ont pris l'habitude de nommer les Araucans. Et Pablo Neruda est d'ailleurs né en pleine Araucanie. Si je me suis un peu étendu sur ce pays, c'est parce que véritablement, il est le théâtre de toute l'œuvre de Neruda. Sans le Chili, l'œuvre de Neruda perd l'essentiel de sa saveur. En tout cas, c'est là qu'est né l'un des plus grands poètes du XXe siècle. Alors, Neruda est né en juillet 1904 à Parral, dans la province de Linares, au centre du Chili. On est au sud de Santiago. Il ne se nomme pas encore Pablo Neruda, mais Ricardo Eliezer Neftalti Reyes Bozo Alto. C'est un nom compliqué. Et puis, il se fera nommer Pablo Neruda plus tard, et j'expliquerai pourquoi. Son père est machiniste de chemin de fer, sa mère est institutrice, mais le petit Pablo, ou Ricardo, n'aura pas la chance d'apprendre à lire sur ses genoux, puisqu'il n'a pas encore 2 mois
que lorsque sa mère meurt de la tuberculose. Il dira, sans que j'en ai gardé le souvenir, mes yeux la regardèrent. C'est ce qu'il écrit dans J'avoue que j'ai vécu. Alors c'est à Temuco et non à Linares que va grandir Pablo Neruda. Temuco, c'est une petite ville de pionniers où son père l'emmène peu après la disparition de sa femme. Et c'est une enfance qui va être marquée par la présence d'une autre femme qui aura une importance majeure dans la vie de Neruda, Doña Trinidad Candia Malverde, que son père épouse en secondes noces et qui va devenir celui que Neruda appellera dans son œuvre et dans sa vie Ma Madre, c'est-à-dire au fond l'ange gardien de son enfance. Temuco, en terre araucane, où plane le lointain souvenir des drames qui se sont joués sur cette terre, des maisons de pionniers sans grand confort, une vie rude. Et puis Temuco est la présence de la nature, la forêt qui est aux portes de la ville, les Andes qui ne sont pas loin, les oiseaux, les scarabées, les yeux de perdrix, dira-t-il dans ses mémoires. Mais le personnage le plus important de l'enfance de Neruda n'a pas encore été nommé. Le personnage le plus important, c'est la pluie. De l'aveu même du poète, ce personnage aux doigts de glace et aux aiguilles de verre va marquer à la fois sa vie et son œuvre. La pluie, la grande pluie australe, la pluie froide du sud de l'Amérique latine, qui lui semble être tombée pendant des mois, des années entières, et qui recouvre en réalité toute son enfance. Voilà, alors aussi curieux que cela puisse paraître, l'école de Temuco, où le petit Neruda entre en 1910, est lié à la pluie. D'abord parce qu'il devait franchir des ruisseaux ou des chemins inondés pour aller jusqu'à l'école, entendre ses chaussures clapoter, et puis se réchauffer contre le brasero et voir tous ces souliers, dit-il, crachant leur vapeur comme de petites locomotives. Mais très vite, la vie de Neruda est celle d'un jeune poète. Des études de littérature à Santiago du Chili, la capitale, avec l'objectif de devenir professeur de littérature française. Et puis, les premiers poèmes déjà publiés, les premiers textes, en réalité, il les écrit lorsqu'il a 13 ans, l'écolier de Temuco. Et par la suite, les premiers recueils vont arriver très vite, notamment son premier livre qui s'intitule, c'est un titre étrange pour un jeune poète, Crépusculaire, mais bientôt suivi par un des grands recueils de Neruda. Il n'a que 20 ans lorsqu'il écrit les 20 poèmes d'amour et une chanson désespérée. Alors vous aurez peut-être déjà compris que ce n'est pas la vie abstraite, la vie intellectuelle, le monde des idées qui habite la poésie de Neruda, mais le monde sensible, les réalités élémentaires, l'eau, les pierres, le feu, la glace, les objets du quotidien, un plat en argile, une bicyclette, les animaux, la vie concrète des travailleurs, des ouvriers, des paysans, et puis cette enfance qui a voyagé comme cela de gare en gare et à laquelle il restera fidèle tout au long de son existence. La nature, je l'ai dit, mais peut-être plus encore les luttes que ses ancêtres Mapuches, Araucans, comme le disaient les Espagnols, livrèrent pour la défense de leur terre et la défense de la liberté. J'oublie l'amour, que Neruda a chanté peut-être comme personne, avec cette furieuse envie de vivre, voilà, que fait naître le cœur qui s'emballe. On pourrait dire que Pablo Neruda est devenu poète comme un volcan crache le feu qui dort dans ses entrailles. Et dans l'autobiographie qu'il écrira à la fin de sa vie, J'avoue que j'ai vécu, livre passionnant, il tentera de se souvenir de son premier poème. Alors, il dit ceci, il l'écrivit au fin fond de son enfance, alors qu'il venait à peine d'apprendre à écrire, et
qu'il tendra d'une main tremblante à ses parents pour connaître leur avis. Ce premier poème que son père a sans doute lu très distraitement et qui lui a fait dire ceci: « Mais où est-ce que tu as copié ça, fiston ?» Alors le poète, qui s'est fait appeler d'ailleurs Pablo Neruda en référence à l'écrivain tchèque Jan Neruda, eh bien, va devenir un homme du monde entier. Il aurait pu passer sa vie entière au Chili comme paysan, comme mineur, comme machiniste dans la compagnie de chemin de fer, mais non. Voilà qu'à 24 ans, Pablo Neruda devient consul en Birmanie, à Rangoon. L'année suivante, en 1928, c'est un poste similaire qui lui est offert à Ceylan. Et puis viendront Java, Singapour. En quelques années, l'enfant de Temuco va devenir un homme du monde, un poète et un diplomate. Alors, je ne dirais pas que ce séjour en Orient a constitué la période la plus heureuse de sa vie. Neruda s'ennuie, paradoxalement. Peut-être n'a-t-il pas grand-chose à faire dans ses postes consulaires, mais c'est surtout que son pays lui manque. Et peut-être plus encore, ce sont certains aspects des sociétés qu'il découvre qui suscitent son indignation, parfois sa colère. Il dira ceci dans le chant général de l'Inde: je n'ai pas aimé la population en guenille et sans défense. Donc on voit là déjà cette indignation qui naît. Les misérables, ajoute-t-il, entassés les uns sur les autres. Et d'une façon générale, Pablo Neruda dit non aux inégalités sociales. Dans la collection de Muriel Zac, on aurait pu d'ailleurs écrire un Pablo Neruda non aux inégalités sociales, à la domination de l'homme par l'homme, mais aussi au règne de l'homme blanc ou au règne de l'argent roi. Tout ça lui aurait convenu. Et la poésie deviendra l'arme par laquelle Neruda essaiera de changer le monde. En 1932, il est de retour au Chili. Est-ce qu'il s'y installe durablement? Non. Le voici déjà nommé consul à Buenos Aires, en Argentine, où il va se lier d'amitié, une amitié à la vie et à la mort, et la mort viendra très tôt, avec le grand poète espagnol Federico García Lorca, qui est venu faire jouer l'une de ses pièces de théâtre. Neruda a 30 ans, et il ne sait pas encore que les années qui vont suivre seront pour lui des années à la fois passionnantes et douloureuses. En voici les raisons. En mai 1934, Neruda arrive en Espagne où il va assumer des fonctions de consul. Il va se rapprocher de ses amis poètes, tous engagés comme lui dans l'aventure de la jeune démocratie espagnole, et on pourrait dire que l'avenir ressemble à leurs yeux à un bouquet de roses. Malheureusement, 2 ans plus tard, les roses ont été fauchées, les poètes ont été emprisonnés, exilés, tués, la démocratie a été bafouée, l'Espagne bascule dans une dictature qui durera plusieurs dizaines d'années. Et Neruda. Alors, je ne vais pas dire grand-chose de cette période, nous en reparlerons tout à l'heure, mais bien sûr, lorsque éclate la guerre civile en juillet 1936, il est démis de ses fonctions consulaires. Il apprend, bouleversé, que son ami Federico a été assassiné, et il va réagir en poète, mais aussi en homme d'action. Nous y reviendrons. 10 ans plus tard, en 1949, c'est à son tour d'être inquiété. Il va devoir quitter le Chili dans des conditions un peu rocambolesques pour échapper à la police. Lui aussi, comme les républicains espagnols, connaît l'exil. En vérité, il va payer le prix de son engagement politique et puis peut-être également le prix d'une adhésion au Parti communiste chilien.
c'est ce qu'il écrit et ce qu'il dit qui le conduiront sur les routes de l'exil. Mais là encore, passons, nous y reviendrons tout à l'heure. Des voyages dans le monde entier, Union soviétique, France, Mongolie, Danemark, Mexique, Italie, des conférences sur la paix, sur la poésie. Et puis, au cours d'un séjour à Capri et à Naples, une rencontre, celle de Mathilde Rouzia, une Chilienne du Sud, qu'il épousera en 1955, non sans écrire pour elle un des plus beaux recueils de la poésie amoureuse universelle, La Centaine d'amour. Mathilde, nom de plante ou de pierre ou de vin, nom de ce qui est né de la terre et qui dure, laisse-moi naviguer et dormir sur ton nom. Les années passent, et puis, comme toutes les histoires, celle-ci a une fin. Et cette fin de la vie de Neruda, c'est au Chili, une vingtaine d'années plus tard qu'elle aura lieu. L'histoire a commencé au Chili, elle se termine au Chili. Elle a débuté par la disparition de sa mère biologique, et puis elle va se terminer par la disparition d'une autre mère, plus symbolique, celle que représentait pour lui la démocratie. Alors, nous n'en sommes pas encore tout à fait là. Pablo Neruda est d'abord heureux à la fin des années 60 de voir que Salvador Allende a été élu à la présidence de la République. Il en sera en quelque sorte l'ambassadeur culturel. Et puis, une révolution est à l'œuvre, une révolution qui ne fait pas couler la moindre goutte de sang. On a l'impression que les roses de l'avenir s'ouvrent pour le peuple chilien. L'année suivante, Neruda va connaître deux consécrations. Il est nommé d'abord ambassadeur du Chili à Paris. Et puis, en octobre, il reçoit le prestigieux prix Nobel de littérature. On va dire que c'est pour lui une consécration et un hommage magnifique lui sera rendu à l'Estadio de Chile, le stade de Santiago du Chili, organisé notamment par le chanteur chilien Victor Jara. Alors, l'histoire se serait bien terminée si elle s'était arrêtée là. Malheureusement, ce n'est pas ce qui va se produire. Vous le savez, le 11 septembre 1973, un coup d'État orchestré par l'armée et par les services secrets américains va faucher, décapiter la jeune démocratie chilienne. Les opposants au régime sont arrêtés, torturés, exécutés. La Moneda, le palais présidentiel, est bombardé. Salvador Allende y laisse la vie. Et puis, des millions de Chiliens vont prendre les chemins de l'exil ou se retrouver emprisonnés. Un seul homme va alors concentrer tous les pouvoirs, le général Augusto Pinochet. Quelques mois avant sa disparition, le vieux poète était apparu à la télévision, fatigué, malade, inquiet. Et ce qu'il avait dit alors n'avait pas inversé le cours des événements, mais sonnait peut-être le glas de certaines naïvetés politiques. J'ai le devoir poétique, politique et patriotique d'avertir le Chili d'un danger imminent, disait-il quelques mois, quelques semaines avant le coup d'État du 11 septembre. En septembre 1973, pour Neruda, l'heure n'est plus à la mise en garde. Il est épuisé par les événements que traverse son pays, malade. Il va s'éteindre à l'hôpital de Santiago du Chili le 23 septembre, alors que dans le même temps, ces maisons de Santiago, de Valparaiso, où il rêvait de finir paisiblement sa vie avec Mathilde, sont saccagées. On brûle ses livres, on y conspue son nom parce qu'il incarne la liberté. Et aujourd'hui encore, on ne sait pas
exactement ce qui a causé la mort de Pablo Neruda. Un an plus tard paraîtront les pages de l'autobiographie qu'il intitule « J'avoue que j'ai vécu ». Et on peut y lire ces mots qui fleurissent voilà, un peu comme les roses après la pluie dans le désert d'Atacama. La poésie est toujours un acte de paix. Le poète naît de la paix comme le pain naît de la farine. Je veux que l'immense majorité, la seule majorité, tout le monde puisse parler, lire, écouter, s'épanouir. Voilà, un beau programme culturel. Hein, ça pourrait être aussi la devise des universités. C'est d'une certaine manière la devise des universités. Et c'était en tout cas la devise de Pablo Neruda, c'est cet héritage qu'il nous a laissé. Avant d'entrer dans la deuxième partie de cette rencontre, je voudrais vous lire le fragment d'un poème, enfin une partie d'un long poème de Neruda, un texte intitulé « Mission d'amour » qui complète un peu ce que je viens de vous dire. Je les ai mis sur mon bateau. C'était en plein jour et la France eut cette fois sa robe d'apparat quotidienne. Il y avait la clarté du vin et de l'air dans sa tunique de déesse forestière. Mon navire attendait avec son nom lointain Winnipeg, collé à la jetée du jardin embrasé, aux vieux raisins obstinés de l'Europe. Pourtant, mes Espagnols ne venaient pas de Versailles, du bal argenté, des anciens tapis amarantes, des coupes qui trillent avec le vin. Non, ils ne venaient pas de là, non, ils ne venaient pas de là. De plus loin, des camps et des maisons d'arrêt, des sables noirs, du Sahara, des cachettes inclémentes où ils gisaient dans la faim et la nudité, là, vers mon navire clair, vers mon navire à l'ancre, vers l'espoir. Voilà, c'est un poème intitulé « Mission d'amour » qui a été publié dans le Mémorial de l'Île Noire, un des livres majeurs de Pablo Neruda, publié en France en 1970 dans une traduction de Claude Couffon. Alors, c'est une belle manière d'introduire la deuxième partie de cette rencontre pour laquelle nous nous sommes gardés quand même pas mal de temps. Et nous allons maintenant vous emmener pour un voyage à travers mots dans cette aventure du Winnipeg, ce bateau c'est une lecture donc à deux voix. Oh, j'ai beaucoup de chance de faire cette lecture avec la directrice de la collection, Ce qui en dit non. Pablo Neruda, non à l'humanité naufragée. Les cavaliers cheminent maintenant en file indienne. Sur leur droite, les parois abruptes où s'accrochent des arbustes rabougris. À gauche, dans la pénombre, le ravin au fond duquel grondent les eaux d'un torrent. Devant eux, étroits et sinueux, le sentier qui serpente entre les pierres éboulées. De temps à autre, le vol d'un rapace déchire l'espace. Ils ne disent pas un mot. Chacun est affairé à suivre le passeur qui a réduit l'allure. Un faux pas du cheval et l'aventure se terminerait 200 mètres plus bas. Ces pistes de contrebandiers sont les plus périlleuses des Andes. En montagne, les passages secrets sont toujours les plus risqués. Pablo Neruda n'est pas monté à cheval depuis l'enfance et ses compagnons de fuite sont plus aguerris que lui. Mais dès qu'ils auront franchi le col, les choses seront plus faciles. Une longue descente à flanc de montagne, le retour progressif de la végétation, de grands arbres distants les uns des autres, puis la forêt primaire dense et sauvage, presque impraticable, où l'on cheminera à l'abri des regards. Eh bien, voilà ce qu'est l'exil, se dit Pablo Neruda, tandis que ses compagnons cheminent avec prudence sur la piste escarpée. Une marche clandestine en direction de la frontière, une fuite en avant, une errance que l'on nomme évasion avec le fol espoir d'atteindre un pays où l'on pourra vivre libre.
Pour lui qui quitte le Chili à travers la cordillère des Andes, ce sera d'abord l'Argentine, puis si tout va bien d'ici là, un départ pour l'Europe et l'Union soviétique où des amis sont prêts à l'accueillir. Les pensées bouillonnent dans sa tête comme bouillonnaient tout à l'heure les eaux de la rivière au fond des gorges. Un sentiment de révolte le submerge. L'exil, Madre de Dios, mais personne ne quitte sa maison avec plaisir. Personne ne laisse sa vie derrière soi, personne n'abandonne un métier, une terre, des amis, sa famille parfois, pour aller tirer un quelconque avantage d'un pays d'accueil. Mettre son existence entière dans un baluchon et partir. Franchir des cols enneigés, traverser des déserts, monter sur un bateau et voir la rive s'éloigner à jamais, risquer sa vie, être de passage, toujours de passage. Trembler de peur d'être arrêté au premier contrôle d'identité, mendier son pain dans une langue que l'on ne parle pas, côtoyer des gens que l'on ne connaît pas, fermer les yeux et voir sa maison incendiée, entendre sa vieille mère pleurer, les ouvrir et ne rien reconnaître autour de soi. La nuit de l'exilé est toujours d'encre et de sang. Qui a écrit cela? Il ne le sait plus au juste, mais cela importe peu puisque le bannissement, l'exode commence toujours par faire de l'exilé un anonyme. Ah, dans l'exil, même les rayons du soleil ressemblent à des barreaux. Que dis-tu, Pablo? Le poète se tourne vers le compagnon qui va l'emble à ses côtés. Oh, Victor, je ne suis pas à plaindre. Je fuis le Chili parce que mes écrits sont une arme que redoute le pouvoir, mais je reviendrai un jour, tandis que... Il marque un temps de silence, puis reprend d'une voix grave. Les familles obligées de fuir les bombardements, les populations victimes de guerres civiles, les laissés pour compte de la démocratie, pour eux, l'exil, c'est bien autre chose. Victor Bianchi, le montagnard aguerri qui accompagne Neruda dans sa fuite, sait quel souvenir ressasse son ami. D'un geste calme, il flatte l'encolure de son cheval, puis se tourne vers le poète. Je sais à quoi tu penses, Pablo. Hier, c'était eux, aujourd'hui, c'est toi. Mais ce que tu as fait il y a 10 ans, c'est la plus belle chose que puisse faire un homme. Figure-toi d'ailleurs que nos compagnons de route m'ont interrogé sur cet épisode de ta vie. L'un d'eux voulait même savoir si le cargo t'appartenait. Il faut dire qu'avec cette barbe, tu ressembles un peu à un vieux loup de mer. Un cargo dans les Andes. Oui, mon ami, je raconterai cette histoire parce qu'elle en vaut la peine. Quant aux marins, après 1 an et demi de vie clandestine, même un imberbe paraîtrait hirsute. Après l'interminable chevauchée de la journée, les cavaliers viennent d'atteindre une cabane. Ils y passeront la nuit qui tombe sur les Andes. À cette altitude, dans l'air glacial et les tourmentes géologiques qu'offre le paysage, un abri peut vous sauver la vie. Le feu crépite déjà dans le poêle. Les hommes ont déplié leur pactage et se sont assis autour du foyer, une couverture sur les épaules. Tandis qu'ils partagent le pain et le fromage, des épis de maïs gris sur la plaque de fonte, le plus jeune de ses compagnons se tourne vers Neruda. Et cette histoire, don Pablo, il paraît que votre cargo portait le nom d'une ville du Grand Nord. Le poète regarde les hommes qui l'entourent. Une attente se lit dans leurs regards. Quand il s'agit d'écouter une histoire, chacun convoque en soi l'enfant qu'il était. Ce matin, en cheminant le long de la rivière, plongé dans ses pensées, Neruda n'a-t-il pas lui aussi retrouvé l'enfant qu'il était autrefois? Le petit garçon né à Parral un jour de juillet, sa mère qu'il n'avait pas connue puisque la tuberculose l'avait emporté peu après sa naissance, son père, machiniste de chemin de fer qui avait pris la route qui mène vers le sud, un bébé sur les bras, leur installation à Temuco, une ville naissante en pleine Araucanie, où ils avaient longtemps mené une vie de pionniers, cette enfance liée à la pluie, la grande pluie australe. Pour un peu, c'est cette histoire d'un garçon qui a connu très tôt les affres du départ qu'il raconterait à ses amis. Et il n'aurait pas besoin d'en dire beaucoup pour que l'on entende ses pas clapoter sur le sentier qui mène à l'école, où les enfants se réchauffaient devant le brasero, tandis que leurs galoches crachaient de la vapeur comme de petites locomotives. Voyons, ce n'est pas le récit d'un voyage en train que ses compagnons veulent entendre, mais une odyssée à travers les océans. Ce soir, dans la cabane où les hommes tentent de reprendre souffle,
Pablo Neruda prend une longue inspiration, cale ses reins contre le dossier de la chaise et achève de bourrer sa pipe, comme quelqu'un qui rassemble ses idées avant de prendre la parole. Cette histoire, mes amis, c'est la vôtre, celle du pays où vous êtes nés et que je m'apprête à quitter. Souvenez-vous, il y a 10 ans, le Chili était une terre d'accueil pour les déshérités, un havre de paix pour les êtres qui fuyaient la guerre. Le jeune homme qui l'a sollicité bout d'envie d'en savoir davantage. Patience, mon garçon. Une ville du Grand Nord? Ah oui, j'y viens. J'ai tout de suite aimé le nom Winnipeg. Les mots ont des ailes ou n'en ont pas. Les mots rugueux restent collés au papier, à la table, à la terre. Le mot Winnipeg, lui, est ailé. Mais tu as raison, petit. Winnipeg est aussi le nom d'une ville située dans le Manitoba, une province du Nord canadien. Je n'y suis jamais allé et cette ville n'a rien à voir avec mon histoire, car mon histoire, la plus noble de ma vie, débute en Espagne au milieu des années 30. J'y étais consul en poste à Barcelone, puis à Madrid. Je vivais en homme libre, dans la proximité des poètes. Rafael Alberti, Miguel Hernández, Antonio Machado est le plus beau, le plus tendre, le plus talentueux d'entre eux, Federico García Lorca. J'avais l'Espagne au cœur en ce temps-là. En ce temps-là, je respirais l'Espagne comme on hume l'arôme des orangers. Pour nous, la poésie était un acte de paix. Oui, mes amis, le poète naît de la paix comme le pain naît de la farine. Mais voilà, il a fallu que tout bascule. L'Espagne fasciste a serré son poing sur le cou des colombes. Federico García Lorca, le poète de Grenade, a été fusillé non loin de son village natal. Fusillé, que dis-je, assassiné plutôt. La guerre civile a déchiré le pays. Le 26 avril 1937, les avions allemands et italiens de la Légion Condor ont bombardé la petite ville de Guernica dans le Pays basque espagnol. Des centaines de milliers de gens ont pris la route de l'exil. Les Pyrénées, cette chaîne de montagnes qui sépare l'Espagne de la France, sont devenues le lieu de tous les espoirs et le théâtre de tous les drames. Un Éden à atteindre pour échapper à la guerre et le cimetière où les plus faibles sont tombés. Tant de personnes jetées sur les routes, arrachées à leur terre, transformées en apatrides. L'exil est une herse qui écorche ceux qui passent entre ses dents. Quant à moi, consul confortablement installé dans le velours de la vie diplomatique, j'ai tenté de résister à ma manière, mais sans succès. Le poète passe doucement sa main sur la table de la cabane, amochée de tailles et de taches et d'entailles. Autour de lui, personne ne dit mot, tous attendent qu'il reprenne le cours de son récit. Seul le passeur se tient à l'égard du petit groupe, étrangement distant. Neruda a bien vu pourtant qu'il n'en perdait pas une miette. Dans le sud de la France, la retirada, cet exode de centaines de milliers de gens qui fuyaient la guerre, a révélé les limites de l'acceptation d'autrui. En février 1939, dans la neige et le froid, la frontière est ouverte aux réfugiés. Mais quand 500 000 personnes s'y engouffrent, les opinions divergent. En France, les uns demandent que l'on accueille dignement ces exilés, d'autres redoutent de voir des hordes de révolutionnaires rouges menacer la stabilité d'un pays qui a déjà assez de ses problèmes. Dans un journal de droite, l'Action française, les républicains espagnols sont qualifiés de virus et d'envahisseurs. Les hommes politiques réclament l'expulsion immédiate de tous les réfugiés. Demain, je serai seul à franchir la frontière argentine. Personne ne me dira que je vole le pain des plus démunis ou que je prends la place d'un Argentin sur le marché du travail. Mais quand un demi-million de pauvres diables qui ne demandent qu'à survivre arrivent sur une terre qui n'est pas prête à les accueillir, croyez-moi, l'inconnu devient vite un étranger et l'étranger un indésirable. À cette époque-là,
le gouvernement français envoie des troupes militaires aux différents points de passage pour tenter d'endiguer le flot des expatriés. On les fouille, on les désarme, on les enregistre, on les vaccine quand on le peut. Les familles sont séparées. Les femmes, les enfants, les vieillards sont envoyés d'un côté, parfois vers l'intérieur du pays où les attendent des centres d'hébergement, les hommes de l'autre. Partout surgissent des camps de fortune où s'entassent les exilés. Des baraquements sont montés en hâte à même le sable des plages, à Argelès-sur-Mer, Barcarès, Saint-Cyprien, Rivesaltes, Agde. Ailleurs encore, à Céphon, à Gurs, des terrains vagues sont transformés en camps de concentration. Ces noms ne vous disent rien, mes amis, mais pour moi qui ai sillonné ces lieux, et pour les centaines de milliers de personnes qui les ont occupés dans une détresse sans pareille, souvent sans eau potable, à la merci des épidémies, tourmentés par la faim, harcelés par la surveillance incessante des forces de l'ordre. Un jour viendra où l'on reconnaîtra en France et dans le monde le rôle éminent joué par cette immigration d'hommes et de femmes épris de liberté, travailleurs courageux qui ne demandaient qu'à vivre en paix. Mais en ces heures de long chagrin, entre 1936 et 1939, Madre de Dios, j'aurais pu écrire alors les vers les plus tristes. Ah, si seulement avec une goutte de poésie ou d'amour, nous pouvions apaiser la haine du monde. Chacun de nous a ses fantômes. Les miens ont longtemps séjourné dans les camps de réfugiés du sud de la France. J'aurais aimé qu'ils aient des ailes pour s'envoler comme des oiseaux. Mais non, la dictature les avait jetés là, dans une indescriptible misère, sans espoir de retour, ni possibilité de guérison. L'exil est une lèpre qui vous ronge. Des ailes? Oui, le Winnipeg en avait. Je l'ai vu s'envoler de l'estuaire de la Gironde un jour d'août 1939. C'était un vieux bateau auquel les 7 mers et les 6 océans avaient donné sa dignité. Un de ces cargos qui avait passé sa vie à transporter des matières premières, minerais, café, riz, cacao, noix de coco, et qui terminait son existence dans l'indifférence générale. Lorsqu'un cheval cesse d'aller et venir, il meurt. Pour les bateaux, c'est autre chose, ils ne meurent pas, ils stagnent dans le fond des estuaires, le long des embarcadères abandonnés, dans les rades où la rouille donne le sentiment qu'un soleil s'est noyé. Le Winnipeg, je l'ai vu pour la première fois dans le port de Tromplou, sur la rive gauche de l'estuaire de la Gironde. 9000 tonnes d'acier sorties d'un chantier naval 2 décennies plus tôt, en 1918. 144 mètres de long, 4 mâts et une grosse cheminée. Ah, mes amis, ce géant des mers restera à jamais amarré dans ma mémoire. Mais revenons-en à l'estuaire de la Gironde. En ce temps-là, des milliers d'Espagnols croupissaient dans des camps surchargés. La liberté agonisait aux portes d'une des premières démocraties du monde. Le sens de l'hospitalité, cette vertu cardinale des peuples, se fanait comme une plante coupée. Quant à moi, qui traversais ces années bien au chaud à Paris et à Santiago, où il m'est arrivé quelquefois de rentrer, qu'allais-je accomplir qui puisse justifier ma résidence sur la terre? Il ne suffit pas de dire non à l'exil pour faire cesser l'exil, non aux armes pour faire taire les armes. Dans la situation où nous nous trouvions, coincés entre la guerre civile espagnole et les prémices de la Seconde Guerre mondiale, livrés à l'exode des populations et à la débâcle du cœur, la poésie m'était indispensable, mais ne suffisait pas. Il fallait oser quelque chose. Il fallait entreprendre. Écrire était mon souffle, agir serait mon chant. Ce chant, c'est par le crépitement du télégraphe qu'il a débuté. Un crépitement océanique venu d'Amérique et dont l'écho s'est prolongé jusqu'aux embarcadères de la Gironde. Mes amis, vous le savez, le Chili de 1939 n'était pas celui d'aujourd'hui. Il y a 10 ans, nous venions de changer de gouvernement et le Front populaire nouvellement élu se montrait attentif aux malheurs des républicains jetés sur les routes. En vérité, le président Pedro Aguirre Cerda
m'avait demandé d'organiser l'immigration au Chili de réfugiés espagnols. Faites venir des milliers d'Espagnols, m'avait-il dit un jour que je me trouvais dans son bureau du palais présidentiel. Depuis combien de temps le Winnipeg dormait-il dans l'estuaire de la Gironde? Je ne le savais pas exactement. Nous allions le réveiller, nous allions lui dire « Ta vie de vieux bateau n'est pas finie. Tu pensais en avoir terminé avec la traversée des océans, comme ces vieilles gens que l'on met au rencard quand ils perdent toute utilité sociale. Tu pensais que tu ne quitterais plus l'estuaire où se languit ton existence de navire à la retraite, que tu ne braverais plus les courants de l'Atlantique, que tu ne franchirais plus le canal de Panama, que ton ventre noir ne glisserait plus parmi les baleines du Pacifique, que tu n'apercevrais plus les cimes argentées de la cordillère des Andes à l'approche des côtes chiliennes, que tu ne verrais plus le port de Valparaiso où tu es né. Eh bien non, bateau. Tu vas reprendre du service sous un pavillon que tu ne connais pas encore, celui de la solidarité internationale. Malgré les coups du sort et les ajournements, nous sommes parvenus à préparer l'expédition. Le Winnipeg allait bel et bien prendre le large, direction Valparaiso. À son bord, plus de 2000 Espagnols, tous volontaires au départ, seraient accueillis au Chili. Là, on leur offrirait un toit et du travail. On resterait chacun dans sa dignité. On permettrait aux enfants de suivre une scolarité. La patrie deviendrait un citoyen. L'indésirable, un être qu'on salue dans la rue. Le reste ne se raconte pas, mes amis. Il faut l'avoir vécu pour en mesurer l'incroyable portée. Les trains qui arrivent de tous côtés à la gare de Trompe-Loup en ces premiers jours d'août 1939, les femmes qui retrouvent leur mari après de longs mois de séparation, les enfants qui embrassent leur père amaigris de fatigue, les étreintes, les éclats de rire et les sanglots, les accolades et les baisers, le grand tourbillon des retrouvailles, les valises qui s'entrechoquent, les baluchons qui se mélangent, la longue file qui s'organise devant les tables où nous vérifions l'identité et les papiers de chacun, le tampon apposé sur les fiches sanitaires, les regards qui brillent de reconnaissance, la joie qui éclate une fois les formalités remplies, ces dizaines de réfugiés espagnols qui se présentent au débotté, sans s'être préalablement inscrits sur les listes et pour lesquels il faut trancher, dire oui ou non selon les places disponibles. Mes approbations répétées sous le regard sévère des fonctionnaires de l'ambassade. Et lui, le grand navire qui les attend sur le quai, impassible et disponible. Ce géant des mers qui accueille mes protégés, pèlerins en partance pour des terres inconnues. Combien furent-ils à lever l'ancre ce 4 août 1939 pour une traversée qui durerait un mois? Près de 2500. Tous devenus en un jour les membres d'une même famille, celle du cœur et de l'entraide. Mais qu'importent les chiffres? C'est de poésie que nous avons besoin pour nous endormir le cœur léger dans cette cabane des hautes airs. Les hommes se sont allongés autour du poêle qui rougeoie, projetant des ombres sur les parois de la cabane. Le silence de la nuit étend ses bras sur les Andes. Un engourdissement gagne les corps harassés de fatigue. Les respirations s'allongent, l'aile du sommeil s'immobilise. Seul un homme reste éveillé. Il a bien tenté de compter les étoiles, mais rien n'y fait. Ses pensées vagabondent. La fièvre des départs s'est emparée de lui. Cette petite route qui s'enfonce dans l'obscurité, quelle est-elle? Et tous ces gens chargés de malles, de matelas et de valises, ces enfants qui pleurent, ces hommes qui scrutent le ciel avec la peur d'entendre le retour de l'avion qui les a mitraillés tantôt, cette femme qui cherche son mari depuis des heures, ce vieillard qui n'a plus la force de marcher dans la neige et qui supplie qu'on l'abandonne pour ne pas retarder les autres. Un jour, son père était rentré du travail en disant « Il faut préparer les valises, on s'en va, c'est fini ». Et ils étaient partis, comme ça, du jour au lendemain, sans crier gare. Son père, sa mère et eux, les 6 enfants, à l'arrière d'un camion, sur les routes de Castille, avec l'espoir d'atteindre la frontière.
Combien sont-ils cette nuit, massés les uns contre les autres, à attendre que les forces de l'ordre les autorisent à passer de l'autre côté, dans ce pays libre qui les tiendra éloignés de la guerre? Lui n'a jamais vu autant de monde, même lors de la Semaine Sainte, dans son petit village, quand toute la population suivait les processions. Maintenant, il est là, collé contre ses frères et sœurs, à 2 pas de ses parents qu'il ne quitte pas des yeux. Où est-elle, cette France qu'ils ont décidé d'atteindre pour commencer une vie nouvelle, loin de la petite maison qu'ils ont laissée là-bas, dans les collines plantées d'oliviers et de chênes lièges? Mais elle est là, la France, juste devant nous. N'ayez pas peur, les enfants, nous y serons bientôt, avait dit son père en pointant son doigt vers le nord. Sa petite sœur avait suivi du regard le bras noueux, la main, ce doigt qui semblait désigner la première étoile à scintiller dans le ciel. Alors, papa, la France, c'est le pays de l'étoile du berger, avait-elle dit de sa voix claire. Des semaines sur les routes, puis des jours à attendre, avec la peur, la faim, le froid. Un matin, les douaniers français avaient ouvert la frontière et ils étaient passés. Il se souvient des larmes de sa mère, de son père qui ne cessait de répéter « Nous sommes sauvés, nous sommes sauvés », de sa petite sœur qui se demandait où se cache l'étoile de France quand vient le jour. Rien ne s'était déroulé comme il l'avait imaginé. Il y a eu la pagaille, l'énorme pagaille au moment du passage, la brutalité des gardes mobiles, cette piqûre faite à chacun dans l'épaule, et puis ce train en bois rempli de réfugiés dans lequel on les a fait monter, le voyage qui n'en finissait pas, la faim qui les tenaillait, l'angoisse de ne pas savoir où ils étaient emmenés, cette gare de triage où on les a séparés, les hommes d'un côté, les femmes et les enfants de l'autre. Son père, qu'il a vu disparaître dans la foule, encadré par les forces de l'ordre. Sa mère, qui s'est retrouvée seule avec les 6 enfants. Les petits qui pleuraient, la fatigue qui les faisait chanceler, le bel espoir d'une vie meilleure qui dégringolait comme la pluie pour former de grandes flaques d'eau noire dans le cœur de chacun. Combien de temps cela avait-il duré? Près de 6 mois, puisqu'ils avaient passé la frontière dans les premiers jours de février et qu'il avait fallu attendre l'été 1939 pour qu'ils retrouvent leur père, emmené on ne savait où. 6 mois à survivre dans un camp de réfugiés, à attendre chaque jour une maigre distribution de nourriture, à dormir sur de la paille comme des animaux, enroulés à plusieurs dans des couvertures distribuées par les organisations humanitaires. Dans quel camp, monté à la hâte, s'était-il retrouvé? Les noms, il les a oubliés, comme s'il avait voulu les rayer de sa mémoire. Mais il revoit les baraques construites sur la plage, le sable qui s'accumule sur les parois lorsque souffle la tramontane, le papier goudronné que l'on cloue sur les toits pour éviter la pluie. Il entend encore le gémissement des malades, les pleurs de ceux qui viennent de perdre un proche. Il sent l'odeur pestilentielle des latrines aménagées contre un talus, le goût de l'eau saumâtre pompée en bord de mer. Il se souvient de ce jour d'hiver glacé où l'on avait creusé de grands trous dans le sable pour s'y glisser les uns contre les autres, dans le but d'y trouver un peu de chaleur. De ces billes fabriquées avec de la terre glaise que l'on faisait sécher au soleil avant de les offrir aux enfants, heureux de pouvoir jouer dans le sable au printemps. Devant eux, les rouleaux de l'Atlantique, infranchissables. Derrière eux, une friche bordée de barbelés et des soldats, noirs pour la plupart, qui surveillaient le camp, fusil en bandoulière. Pendant des semaines, sa mère avait interrogé les gendarmes, puis la Croix-Rouge pour savoir dans quel camp se trouvait leur père. 10 fois, 20 fois, elle était revenue, défaite, des larmes dans les yeux, avec la peur qu'on les refoulait en Espagne ou envoyait dans un camp en Afrique du Nord. Puis un jour, un nom avait été prononcé, Gurs, près d'Oloron-Sainte-Marie, dans les Basses-Pyrénées, un camp d'internement où se trouvaient plus d'1 millier de réfugiés espagnols. Il avait fallu attendre l'été pour les retrouvailles. Qui avait appris qu'un bateau en partance pour l'Amérique accueillerait bientôt des réfugiés? Il ne s'en souvient plus. Mais il revoit la joie de sa mère sur le quai de Trompe-Loup, ses frères et sœurs qui attendent, les yeux gonflés de sommeil, son père qui parlemente avec l'homme aux traits amérindiens, seul habilité à valider l'admission des passagers. La conversation s'éternise. Dans la file d'attente, des gens s'impatientent, mais son père ne bronche pas.
Sa longue blouse noire de paysan flotte dans la brise du petit matin. L'homme scrute le visage tanné du Castillan, ses mains forgées par le labeur, cette flamme qui brille dans le regard. Soudain, un bras se tend dans la direction de sa mère et de ses frères et sœurs qui sont plantés là, à 2 pas du bateau. Combien êtes-vous? Ma femme et moi avons 6 enfants, monsieur. Mon aîné travaille déjà avec moi. Nous sommes courageux. Tu dis que tu travailles le liège, mais qu'iras-tu faire au Chili? Il n'y a pas de chêne-liège là-bas. Eh bien, monsieur, il y en aura. La réponse de son père avait fusé. L'homme avait hésité, puis une seule phrase avait décidé de l'avenir. Allez, montez. C'est de gens comme toi que nous avons besoin. Après, tout est allé si vite. Les papiers tamponnés, la passerelle à gravir pour grimper sur le Winnipeg, son père, le buste droit rayonnant de fierté, et le bateau qui se peuple, le bateau qui gonfle de tous ces gens qui embarquent en file indienne, valises et outils en main, l'espérance chevillée au corps. Paysans, menuisiers, maçons, peintres, plâtriers, pêcheurs, chevriers, mécaniciens, rémouleurs, cordonniers, potiers, tanneurs, puisatiers, tonneliers, scieurs de long venus de Castille, de Galice, d'Andalousie, de Catalogne, d'Estrémadure ou du Pays basque. Tous partent pour une terre qu'ils ne connaissent pas, mais qui est déjà la leur, puisqu'elle les attend, puisqu'elle les accueille. Les moteurs tournent. La grosse cheminée crache sa rage d'en découdre avec l'océan. Déjà, le quai s'éloigne. L'embarcadère est vide désormais. N'y subsiste qu'un homme, chapeau en main, qui salue ceux qui partent comme il saluerait les siens. Il se nomme Pablo Neruda, mes enfants. N'oubliez pas ce nom. Bientôt, sa silhouette n'est plus qu'un point minuscule dans la lumière de l'été. Il avait fallu attendre le 3 septembre et 4 longues semaines de navigation pour apercevoir les côtes chiliennes. Vers le 20 août, pendant l'escale de Panama, des tensions avaient éclaté sur le bateau. Des cas de typhoïde, une maladie infectieuse qui provoque de la fièvre et des diarrhées, s'étaient déclarés parmi les passagers. On avait craint une épidémie. Les autorités portuaires avaient alors imposé une mise en quarantaine sanitaire du navire. Les malades avaient été confinés. Des mesures de prudence avaient été mises en place pour limiter la propagation de la bactérie. Médecins et infirmiers s'étaient démenés jour et nuit. Et puis, les choses étaient lentement rentrées dans l'ordre. Le 2 septembre au soir, après une escale à Arica dans le nord du Chili, le Winnipeg était entré en baie de Valparaiso. Valparaiso, la vallée du paradis, ne cessait de répéter son père en regardant les lumières de la ville danser dans les collines qui dominent le port. Durant la nuit qui avait précédé le débarquement, il avait aidé un peintre ami de Neruda à accrocher sur le flanc du bateau l'immense portrait de Pedro Aguirre Cerda qu'il avait peint sur un drap au cours de la traversée. Au matin, plus de 2000 sourires encadraient le visage du président chilien. Ce 3 septembre, Jorge ne l'oublierait jamais. Il y avait eu d'abord la foule des Chiliens venus les accueillir sur les quais de Valparaiso, les applaudissements, les hurrahs. Les passagers du Winnipeg n'étaient plus des indésirables, parqués dans des camps de rétention, mais des héros, reçus à bras ouverts, le cœur plein de bienveillance et d'hospitalité. Ce qu'ils avaient appris, quelques heures plus tard par les journaux, les avait à la fois glacés et confortés dans leur choix de débuter une vie nouvelle au Chili. Ce 3 septembre 1939, la Grande-Bretagne et la France venaient d'entrer en guerre contre l'Allemagne nazie. Dehors, le hennissement des chevaux accompagne les premières lueurs du jour. Les 5 hommes ont plié leur paquetage et sont prêts à reprendre la piste. Au loin, les sommets des Andes découpent leurs silhouettes bleutées contre le ciel. En route pour notre dernière journée de marche avant la frontière. Que la chance soit avec nous. Le passeur a pris la tête du petit groupe. Il n'est pas monté sur son cheval qu'il tient par la bride, avançant prudemment sur la moraine qui transforme le sentier en un vaste amas de débris rocheux. Les autres font de même. Les pierres roulent sous les sabots, des éboulis rendent les pas incertains, un vent froid venu des glaciers gifle les visages, puis le sentier réapparaît en contrebas dans un mouvement qui serpente en s'évasant vers la vallée. Comme les autres, Neruda avance prudemment dans le pierrier. Avec ce mal de rein, la journée sera rude, mais il serait malvenu de se plaindre.
Les 4 hommes qui l'accompagnent sur ces pistes ont mis leur temps, leur sang-froid, leur sécurité aussi au service de sa fuite. Seul, il n'aurait eu aucune chance. Le passeur chemine maintenant à ses côtés. Il ne dit rien. Son regard va des pierres du chemin aux cimes enneigées qui étincelleront bientôt de lumière. Au loin, un condor décrit de grands cercles dans les airs. Je suis le condor et je plane au-dessus de toi qui t'avance, murmure Neruda. Est-ce un poème, Don Pablo? Aujourd'hui, ce n'est qu'une image qui me vient. Demain, peut-être, j'en ferai un poème. Les 2 hommes se taisent à nouveau. Le condor tournoie désormais au-dessus de leur tête, rémiges déployées dans le vent. Et toi, l'ami, autour de quel poème tournes-tu? Tu étais bien silencieux hier soir quand les autres écoutaient mon histoire. La question de Pablo Neruda a surpris le passeur. Il prend une longue inspiration, hésite, puis se lance. J'étais là. Là? Je veux dire, là-bas, sur le quai de Trompe-Loup, il y a 10 ans. Le poète s'est arrêté net, il regarde le passeur éberlué. Toi, Georges, mais... Le Castillan à la blouse noire avec ses 6 enfants, l'homme qui n'était pas inscrit sur les listes du Winnipeg et qui voulait travailler le liège au Chili. C'était mon père. Neruda n'en revient pas. Fils, mais oui, je m'en souviens, ce grand garçon sur le quai avec sa mère et ses jeunes frères et sœurs, ton père m'a fait si forte impression ce jour-là. Mais quel âge as-tu aujourd'hui? Et comment devient-on passeur dans les Andes quand on est né dans un village de Castille? Les 3 autres sont arrivés à leur hauteur. Ils entourent le poète et le passeur qui s'embrassent longuement, des larmes dans les yeux. Victor Bianchi est le premier à saisir l'extraordinaire de la situation. Mais quel miracle, mes amis! Rien que pour cela, vivre valait la peine. Il marque un temps de silence, puis s'adresse à Jorge. Pourquoi n'as-tu rien dit jusque-là? Et savais-tu qui se cachait sous la barbe du fugitif avant qu'il ne narre son histoire? Madre de Dios, que la vie est belle! Le pasteur les regarde avec cette intensité qu'ont les êtres qui ont tout perdu et tout reconstruit. Bien sûr, je le savais. Pendant 10 ans, j'ai pris des nouvelles de l'homme qui a sauvé ma famille ce 4 août 1939. J'ai vu son nom dans les journaux. J'ai vu paraître ses livres. J'ai suivi comme je l'ai pu ses démêlés avec la politique du gouvernement inique qui a été élu en 1946. Puis j'ai compris qu'il lui faudrait quitter le Chili, comme j'avais quitté l'Espagne pendant la guerre civile. Le hasard a fait le reste, Victor, puisqu'il t'a mis sur ma route, toi, le vieil ami de Don Pablo. Tous les hommes ont leurs secrets. Maintenant, vous connaissez le mien. Aujourd'hui, je suis le plus heureux des hommes puisque j'aide celui qui m'a jadis aidé. Sans le bateau de Don Pablo, j'aurais continué à croupir dans un camp d'internement. Je serais resté un exilé. Peut-être aurais-je été emporté dans le naufrage de la guerre. Ce que l'on reçoit de la vie, il faut savoir le donner à son tour, n'est-ce pas? Les hommes ont maintenant repris leur route. Le soleil réchauffe les montagnes. Le petit sentier sinue entre les touffes d'herbes rases. Au loin, des vigognes en liberté regardent passer les cavaliers qui se dirigent vers l'est. Bientôt, ils longeront d'autres ravins, franchiront d'autres cols, dissimuleront leur fuite sous le manteau d'autres forêts. Par quel passage dérobé franchiront-ils la frontière qui sépare le Chili de l'Argentine? Neruda l'ignore et n'entend pas interroger le passeur à ce sujet. Autrefois, pas un des réfugiés espagnols qui franchissaient la passerelle de Winnipeg n'avait demandé quelle route maritime emprunterait le géant des mers pour gagner Valparaiso. Ils avaient glissé leurs petites mains d'exilés dans la grande main de la confiance humaine et s'étaient laissés guider vers une autre vie. Pour le poète qui fuyait la police de son pays, l'amour de la patrie claudiquaine mais n'était pas à terre. Un jour, il reviendrait, c'est sûr, et ce jour-là, les portes du monde libre s'entr'ouvriraient à nouveau. Ses ennemis auraient beau couper les fleurs une à une, ils n'empêcheraient pas le printemps. En regardant les pentes de la montagne qu'ils avaient gravies puis dévalées au petit jour, Pablo Neruda avait formulé en son fort intérieur ces pensées qu'il coucherait bientôt sur le papier.
Le poète n'est pas une pierre éboulée. Il a deux devoirs sacrés, partir et revenir. Voilà. C'est une partie du livre, une partie seulement, du livre qui est sorti donc au mois d'octobre dernier. Pablo Neruda, Non à l'humanité naufragée, dans la collection Ceux qui ont dit non, que dirige Muriel Zac, que je remercie. Merci. Voilà, je vous remercie également voilà, pour votre écoute, votre patience, et je vous donne rendez-vous pour une seconde conférence du jeudi au mois de janvier. Cette fois, elle sera consacrée à Yannis Ritsos, le poète grec, et je serai encore avec Muriel Zac parce que c'est une autre collection qu'elle dirige. Et voilà, c'est comme ça. Au revoir. Au revoir. Portez-vous bien, en effet.